Soyez les bienvenus, merci d'être avec nous ce matin pour parler de sujets pratiques, bien-être et tendance. L'instant R, la quotidienne des régions, c'est maintenant. Connaissez-vous le woofing? C'est très à la mode dans l'agriculture bio. L'idée, accueillir dans des exploitations des volontaires qui veulent apprendre à cultiver des fruits et des légumes. Alors, ils apportent leur contribution gratuitement. En contrepartie, ils sont logés et nourris. Échanger, apprendre les uns des autres et aider celles et ceux qui en ont besoin, c'est l'ambition des ostéopathes du cœur. En Indre-et-Loire, ces praticiens reçoivent bénévolement les patients qui n'ont pas les moyens de se soigner. Ce sera l'instant Vivre ensemble. Et justement, comment faire pour s'en sortir lorsque l'on rencontre de graves difficultés financières au point de ne plus arriver à boucler ses fins de mois? Le crédit municipal peut être une solution. Cet établissement public est autorisé à proposer des prêts sur gage, mais aussi des emprunts. Alors, les démarches sont-elles compliquées? Comment ça fonctionne? Direction Nantes pour s'en rendre compte. Le numéro 9, une bague en or, gris et platine avec diamant. 150, 280, pas de regret. À 280, c'est dans la salle. À jouer 280, c'est vous, monsieur? Dans le public, des habitués, des professionnels aussi. Une fois par mois, on vend aux enchères les objets laissés en gage au crédit municipal et qui n'ont pas été récupérés par leurs propriétaires. Souvent de l'or, parfois, plus rarement, des œuvres d'art. Nous organisons tous les ans à un rythme à peu près de deux ventes, avec des objets un petit peu différents qui peuvent aussi avoir été déposés, comme des tableaux, des objets d'art, de la verrerie et autres objets, ce qu'on appelle, nous, divers. L'essentiel, quand même, se porte sur des bijoux et de l'argenterie. Alors, je vérifie que ce soit bien de l'or 18 carats. Je peux faire 150 €, ça va aller? Des bijoux, des objets de valeur laissés en dépôt pour quelques mois, le temps de régler une situation financièrement tendue. L'objet est estimé et la somme équivalente est prêtée. Cette dame, quant à elle, est venue récupérer quelques bijoux déposés ici. Elle peut aujourd'hui rendre la somme qui lui a permis il y a quelques mois de payer ses impôts. S'il n'y a pas ça, je serais dans la rue en ce moment. Ah oui, si on ne paye pas les impôts, ils viennent saisir la maison. Une pièce d'identité, un justificatif de domicile. La procédure est simple et rapide. C'est toujours pratique quand le budget rétrécit. Peut-être au moment des fêtes de fin d'année, quand les personnes ont besoin de faire un petit cadeau, même s'ils n'ont pas trop d'argent. Un petit cadeau, ça fait toujours plaisir. Donc même si c'est 50, 100 €, bon, ça fait toujours un dépannage. Et au moment des vacances d'été, quand les gens partent en vacances, c'est pareil, bon, ils déposent. Les bijoux sont gardés au coffre, déjà. Ils bénéficient du prêt et ils récupèrent l'appareil quand ils le veulent. Le Crédit municipal de Nantes a également une antenne à Angers. Via le Centre communal d'action sociale, il propose aussi des prêts, jusqu'à 3 000 € pour des achats urgents. C'était pas très compliqué à non, mettre en œuvre? Non, absolument, non. Non, parce que je me souviens même que l'on m'avait demandé si je voulais plus que 1 000 €. Marie, retraitée, a eu besoin d'un prêt pour une voiture d'occasion. Elle a apprécié l'accueil, l'écoute. Ça n'est pas compliqué. On est bien accueillis aussi. Parce que le regard des autres, quand on a peu de budget, il n'est pas toujours bienveillant. Et ici, chaque demande est étudiée en détail pour détecter peut-être d'autres besoins. Il y a un certain nombre de personnes qui ne réclament pas les droits auxquels elles peuvent prétendre. Et ça peut être l'occasion de leur expliquer tout ce qu'elles peuvent avoir pour vivre mieux ou moins mal. Ces emprunts sont proposés aux foyers à bas revenus. Pour les objets déposés en gage, il sera parfois demandé un justificatif de propriété. Pas question d'écouler de la marchandise volée. Des agences du Crédit municipal existent partout en France. Pour plus de renseignements, prêtsurgage.fr. Aider les autres, c'est également l'ambition du woofing. Aider, mais aussi apprendre de ces échanges. C'est très à la mode dans les exploitations biologiques. Alors des volontaires inscrits auparavant à un réseau viennent découvrir des techniques saines et respectueuses de l'environnement en séjournant dans des fermes. Alors ils le font gratuitement et en contrepartie, ils sont logés et nourris. Un concept né dans les années 70 en Angleterre. Je vous emmène à Arnaville, c'est en Meurthe-et-Moselle, et on va rencontrer des woofers. Dans une autre vie, Fanny travaillait dans la finance. Karine était restauratrice. Mais un long voyage en Australie les a poussés à tourner la page.
Le but de la gruvinette, c'est d'aérer en fait la terre, mais sans labourer et sans bêcher, quoi. Hein, donc comme la butte, là, elle était un petit peu tassée avec l'hiver. Donc là, on va aérer donc, du bas vers le haut, tout simplement. Et sans se faire mal au dos. En fait, on reste debout, quoi. Fanny et Karine ont donc troqué leur statut de salariés pour celui de woofeuse, grâce à Valérie qui les accueille sur son exploitation bio. On veut apprendre le métier de maraîcher, de maraîchère. Et on s'est dit que n'ayant aucune expérience, aucun diplôme, on n'est pas du tout dans le monde agricole, que ça serait un bon moyen justement pour nous d'apprendre. Et alors, c'est le cas. C'est le cas. Valérie, en fait, prend du temps pour nous expliquer tout, répondre à toutes nos questions. On a appris à préparer le sol, on a appris à faire des semis, à faire du repiquage. Là, on est en train de préparer pour les plants de tomates. Donc là, on accroche des ficelles pour pouvoir, ensuite pour que les plants de tomates s'accrochent à la ficelle. Pour monter. Le woofing n'est pas rémunéré. C'est un échange de savoir-faire, un coup de main des apprentis maraîchers en échange du gîte et du couvert. C'est la seule obligation, le reste, c'est un peu à la carte. En fait, on définit ça ensemble, tout simplement. Voilà, en gros, c'est 4-5 heures par jour. Et en fonction de la saison, de ce qu'il y a à faire, de ce qu'on aimerait bien voir, on essaye d'organiser tout ça, de faire des petits ateliers. Pour les woofers de 1 à 2 semaines maximum, justement parce que ça prend de l'énergie et que j'ai besoin d'avoir une semaine entre deux de tranquillité dans le jardin. 1 à 2 semaines, c'est un peu court pour être autonome et se mettre à son compte. Pierre Barès le sait bien, il a été le premier woofer de Valérie en septembre dernier. Depuis, il s'est inscrit à un brevet professionnel pour acquérir les bases de la gestion et de la réglementation bio. C'est pas seulement ramasser des légumes en fait, parce qu'il y a toute une c'est des professionnels, donc il y a toute une gestion d'entreprise à maîtriser en fait. Pendant ce temps, au jardin d'Arnaville, Fanny et Karine commencent à découvrir la partie commerciale du job, la vente des paniers. C'est la 2e fois qu'elles reviennent chez Valérie. J'attends des woofers un échange, une richesse en fait de chaque personne, en fait, qui peuvent apporter des nouvelles choses au jardin, tout simplement. Parce qu'on a souvent la tête dans le guidon quand on est maraîcher. Le woofing a été inventé à Londres par une secrétaire pour permettre aux citadins de découvrir la campagne et l'agriculture bio. Elle n'imaginait sans doute pas que cela tisserait aussi des liens forts entre les gens. Et si vous souhaitez rejoindre le réseau de woofers, rien de plus simple, rendez-vous sur woof.fr. Eux aussi s'engagent, mais pour d'autres causes. Ils ont 20 ans et ils choisissent de rejoindre la police ou la gendarmerie. Les postulants sont de plus en plus nombreux, en particulier depuis les attentats terroristes. Alors, comment expliquer cet engouement pour ces professions qui restent à haut risque? L'acte héroïque du gendarme Beltrame il y a quelques semaines est là pour nous le rappeler. Eh bien, Charles-Henri Boudet s'est rendu à Lyon pour tenter de comprendre ce phénomène. C'est quand même étonnant pour un campus que ce soit aussi vide. En fait, ils travaillent tous, soit là, ils sont dans les amphis, je pense, les premières années. Sinon, il y en a qui sont en stage. En fait, la moitié des élèves sont forcément en stage. Du coup, à l'hôpital, à Desgenettes ou dans les hôpitaux civils. Il y a une bonne partie qui est à l'étage en train de bosser, ou alors en chambre aussi en train de travailler. Tous les bâtiments vie, ils sont au fond. Ou en cours à la fac. Une école studieuse. Victorine, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans l'armée? C'était un peu une démarche personnelle parce que moi, à la maison, il n'y a pas grand monde qui est militaire. Du coup, c'était un peu aller dans l'inconnu. Mais j'ai eu une éducation assez stricte, en fait. Et du coup, je m'étais dit que devenir militaire, ça allait peut-être coller avec l'éducation que j'avais reçue de mes parents. Et puis, l'engagement, même si on ne sait pas trop à quoi on s'attend, je me suis dit qu'avec ma personnalité, ça pourrait bien coller. Aurore, pareil, il y avait un peu un inconnu aussi avant de s'engager? Tout à fait, j'avais envie de faire quelque chose qui ait du sens, réellement, qui soit au service de la patrie, justement. Jean, comment on s'engage? C'est en lisant une plaquette, en voyant un spot à la télévision? Non, moi ça a plutôt été par petites touches depuis que je suis petit. Et cette notion du service, pour moi, ça a toujours été quelque chose de très important, je pense, dans mon éducation. Notamment par le scoutisme par exemple, se mettre au service des autres et se rendre compte que c'est pas nous les plus importants. Et du coup je pense que c'est de là d'où est venu mon engagement pour la France. Et vous vous êtes destiné à ces études avant tout parce que c'était militaire ou parce que c'était pharmacie? Avant tout parce que c'était militaire. J'avais pas envie de me retrouver en officine parce qu'il n'y a pas cette mobilité que nous offre l'armée. Et pour moi, la mobilité, c'est important. J'ai jamais autant découvert la France que depuis que je suis rentrée à l'école de santé des armées. Et vous touchez aussi une rétribution financière?
Oui, tout à fait. En première année, c'est aux alentours de 500 € et ensuite, c'est entre 1300 et 1400 selon l'année d'études dans laquelle on se trouve. Vous avez des doutes parfois sur votre engagement? Non, du tout. Moi, j'ai aucun doute. J'avais envie, pas seulement d'être médecin, mais d'être médecin militaire. C'était l'objectif. C'était l'objectif. Et donc, j'ai tenté ma chance et me voilà. Alors, on ne sait pas vraiment ce qui nous attend. On s'imagine plein de choses, mais même si on est jeune à 18 ans, moi, je sais qu'en tout cas, j'avais envie de signer et je me disais, bah oui, pas de souci, en avant. Pour moi, il faut que la vie ait un sens. Et pour lui donner un sens, je trouve que la meilleure façon de faire, c'est de la donner. Et du coup, alors sans forcément aller jusqu'au sacrifice ultime, j'espère pas pour aucun d'entre nous, évidemment. D'ailleurs, c'est notre métier plutôt d'essayer de sauver les militaires qui se retrouvent dans cette situation-là. Mais on sait tous, on l'a tous dans un coin de notre tête, on est aussi venu pour ça. C'est un risque. Et pour entendre d'autres témoignages et tenter de comprendre pourquoi l'uniforme séduit tant à 20 ans, eh bien rendez-vous ce soir dans l'émission Réseau d'enquête présentée par Charles-Henri Boudet. C'est juste après le soir 3. Dans l'instant R, nous mettons en lumière les phénomènes de mode. Et il y en a un qui a pris beaucoup d'ampleur depuis la sortie des livres en librairie, puis des films au cinéma de la série 50 nuances, c'est celui de l'engouement pour les jouets intimes. Les ventes à domicile de sextoys se multiplient et le sujet devient de moins en moins tabou. La preuve à Déville-les-Rouen, c'est en Seine-Maritime. Dans la vie, elle travaille pour une crèche, une plateforme téléphonique et comme secrétaire comptable. En parallèle, elles sont hôtesses pour une marque de lingerie et accessoires érotiques. De quoi leur assurer un complément de revenus, mais pas seulement. À la base, c'était vraiment pour changer du quotidien. Car je venais de me séparer, j'étais en plein divorce et du coup j'avais besoin de quelque chose pour m'aérer la tête. Et comme c'était vraiment rigolo, je me suis dit ouais, ça peut être très sympa. Au point de devenir une des vendeuses les plus performantes de France. En Normandie, elle est leader, elle gère toute une équipe. Ce soir-là, elle s'installe au cinéma de Gaillon avec une ribambelle d'articles. La lingerie, des cosmétiques, des jouets intimes, des accessoires, vraiment de tout. Pas question de les vendre ce soir-là, mais juste de les promouvoir auprès d'un public 100% féminin venu pour la sortie du film 50 nuances plus sombres. Bon, c'est parti pour une soirée entre filles? Oui. C'est quoi l'idée? S'amuser. Passer une bonne soirée et se détendre. Enlève-la. Elles adorent le film et elles font pas spécialement ça avec leurs conjoints, c'est tabou, etc. Elles en parlent entre copines, je le sais, je suis une fille. Donc pourquoi pas, là, lors d'une soirée fille, dire « Oh, regarde, je testerai bien ça ». Ça, ce sont des sextoys, des cosmétiques à déguster, de la lingerie coquine. Tout est vendu lors de réunions à domicile dans un contexte intime difficile à médiatiser. Les filmer dans ce lieu permet de se faire au moins une idée des objets proposés. On a différentes cravaches. On en a des la plus gentille, des petites plumes. Celle-ci, c'est mi-ange ou mi-démon. Ou alors, là, on rentre vraiment dans le film lui-même. On va se décaler un peu sur votre droite. Prête? Est-ce que vous êtes déjà allé à des réunions pour acheter ce genre d'accessoires, de jeux? Des réunions tout, oui. Ouais, mais il n'y en a pas assez dans le coin. C'est très excitant et ça pimente la relation. Sur le papier, ces objets sont tendance, mais dans les faits, ils restent méconnus du grand public. Cette soirée, c'est l'occasion de faire tomber clichés et tabous autour de ces pratiques. On a rencontré énormément de clients qui savaient même pas, Soft Paris, ce que c'est, qui savent pas ce que c'est qu'une réunion. Donc il y a énormément de potentiel et ça nous fait beaucoup de pub. 32 hôtesses sillonnent l'Eure et la Seine-Maritime pour cette marque d'accessoires. La tendance, c'est aussi d'organiser des réunions de couples, l'occasion de découvrir tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe, sans jamais oser le demander. À suivre dans l'instant R, la quotidienne des régions, les trésors cachés du château de Chambord. Ces murs n'ont pas dévoilé tous leurs secrets. Les conservateurs viennent de faire des découvertes vraiment étonnantes. Et puisque nous parlons d'histoire, eh bien nous rencontrerons un jeune couple qui se passionne pour l'art de vivre au siècle des Lumières. Régulièrement, ils endossent des costumes et plongent au XVIIIe siècle et vous le verrez, c'est plus vrai que nature. Mais tout de suite, cette belle initiative d'ostéopathes. Ils ont créé une association pour permettre aux patients qui n'en ont pas les moyens de venir se faire soigner dans leur cabinet. Les consultations sont gratuites. Les ostéos du cœur veulent rendre les soins accessibles aux populations défavorisées. Direction l'Indre-et-Loire. Dans le bas du dos, dans le milieu du dos, ça faisait depuis 1 an qu'elles étaient présentes. Donc ça n'a pas complètement disparu. Ok. C'est la 2e séance pour Jacqueline chez les ostéos du cœur. Un lundi par mois, le centre social Equinox à La Riche
mais 4 salles à disposition de l'association pour des soins gratuits. On s'occupe de redonner de la mobilité à des structures du corps qui en ont perdu ou qui n'en ont pas, mais tout ça dans la limite de la maladie. C'est-à-dire que quand il y a une maladie, évidemment, il faut aller voir le médecin, il y a des prescriptions, etc. Mais nous, tant qu'il n'y a pas de maladie, en fait, on peut travailler en fait, sur le corps pour pouvoir gérer ces restrictions de mobilité. En fait. Et on réfléchit en globalité, c'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un va venir pour une douleur à un endroit qu'on va forcément travailler à cet endroit-là. Parfois, travailler à distance permet de régler le problème et de trouver la cause, en fait. Ça me soulage. Déjà, pendant les séances, vous sentez vraiment l'effet que ça vous fait. Mais après, le corps qui continue de travailler, et les douleurs, vraiment, ça s'apaise aussi. Donc, ouais, les séances, ça fait du bien. L'association est née il y a 6 mois à l'initiative de l'ostéopathe tourangelle Floriane Vinerier. Aujourd'hui, les ostéos du cœur rassemblent une dizaine de praticiens. C'est le Secours populaire qui identifie les personnes susceptibles de bénéficier des soins. Ce sont les personnes qui viennent dans nos permanences d'accueil. C'est les gens qu'on reçoit pour des colis alimentaires à la base. Et puis dans nos permanences d'accueil, on propose toujours autre chose que le colis alimentaire. Donc que ce soit pour l'accès à la culture, l'accès aux vacances, ou là, en l'occurrence, l'accès à la santé. Inspirez et expirez. Jean-Michel est atteint de la maladie de Parkinson. Lui aussi se sent soulagé après un rendez-vous, au moins pour quelques jours. Mais à 50 € la séance, il serait bien incapable d'accéder à ce genre de soins. Pour les ostéopathes, venir en aide bénévolement à une population démunie procure un sentiment gratifiant. On sait qu'une séance, ça peut coûter cher pour certaines personnes et du coup, voilà, le fait de pouvoir privilégier un petit peu cet accès à ces personnes-là, c'est quelque chose qui est utile. Voilà, moi, je suis dans le soin parce que j'aide les personnes à aller mieux et du coup, si je peux le faire gratuitement, tant mieux. Quand on vit sur les minima sociaux, des petites retraites, comme on dit, on a tendance à repousser ça. Et là, ça permet à des gens qui n'en auraient pas les moyens, entre guillemets, d'essayer déjà si ça leur fait quelque chose. La sécurité sociale ne rembourse pas l'ostéopathie et si certaines mutuelles la prennent en charge, encore faut-il avoir les moyens d'y adhérer. En 6 mois, les ostéos du cœur ont démontré leur utilité en recevant près d'une centaine de patients et les praticiens qui souhaiteraient rejoindre l'association sont les bienvenus. Et si vous souhaitez bénéficier des services de ces ostéopathes au grand cœur ou en savoir plus sur leur association, ce site est à votre disposition. Allez, je vous emmène, nous partons pour un long voyage dans le passé. Je vous propose de plonger dans le siècle des Lumières, un temps où tous les mots avaient un sens, le vocabulaire était choisi, les tenues vestimentaires avaient également une importance considérable, le raffinement était à son comble. Une époque qui passionne un jeune couple, alors régulièrement il se crée des costumes et se donne l'illusion de vivre au XVIIIe siècle. Notre instant portrait nous emmène dans les Ardennes. Souffrez, mademoiselle, que j'apporte aujourd'hui à l'autel de vos charmes l'offrande de ce cœur qui ne respire et n'ambitionne autre gloire que d'être toute sa vie votre très humble, très obéissant et très dévoué serviteur et mari. Nous nous sommes rencontrés au château de Vaux-le-Vicomte. C'était en juin 2014, lors de la journée Grand Siècle. Et je l'ai aperçue, bien qu'il y avait beaucoup de dames magnifiques, elle était de loin la plus belle. Et je n'ai pu m'empêcher d'aller lier connaissance. Comme ils sont élégants. Pour embrasser entièrement cette passion, ils ont dû enfiler le fil dans le chat de l'aiguille eux-mêmes. Je ne savais pas coudre un bouton et j'ai pris des cours de couture pendant 8 mois pour parvenir à coudre moi-même mes costumes. J'ai acheté des patrons sur internet et c'est comme ça que j'ai découvert la couture en même temps que les costumes et toutes les sorties costumées. J'ai vraiment tout découvert en même temps. Les bricoles des débuts sont bien loin. Ce qui fait leur force aujourd'hui, c'est cette volonté de tendre vers l'authenticité. Au départ, on regardait les tissus, des tissus qui nous plaisaient. Ah, ça pourrait être joli, ceci, cela. Et maintenant, on regarde plus. On va peut-être se baser à partir de tel tableau pour pouvoir reproduire. Maintenant, dans nos recherches de tissus, on regarde plus par rapport au tableau. Mais il faut du temps pour se faire un costume. En moyenne, 2 mois. Bon, apparemment, le gilet est pas mal. Cette passion, il la partage avec Olivier, le jumeau de Damien.
C'est moi qui ai découvert la journée Grand Siècle au château de Vaux-le-Vicomte en 2006. Et à ce moment-là, ça a été une véritable révélation. Je me suis senti extrêmement bien, à ma place. J'ai l'impression d'être enfin naturel. À son retour, il m'a dit « Ça y est, j'ai trouvé notre époque. Tu vas adorer. » Étant jumeau, il savait que ça allait me plaire, forcément. Habillé, il change complètement d'état d'esprit et nous livre la quintessence d'un siècle. Le gilet a été entièrement brodé à la main par Alexandrine, un cadeau de Saint-Valentin. 120 heures de travail pour tout faire doucement comme ça, Philippe. Le XVIIIe siècle, c'est un raffinement général. Aussi bien dans les arts, dans les costumes, dans le mobilier. C'est l'époque où la société française a été la plus raffinée et je pense que c'est ce qui nous attire beaucoup. Oui, dans la politesse, c'est la galanterie française. C'est vraiment développé au maximum dans cette période-là. Les modes vestimentaires changent au gré des souverains. La culotte, la chemise à manches flottantes, le gilet et les chaussures à talons hauts font leur apparition et chaque roi y apporte sa variante. J'ai une tenue qui est Louis XVI et Olivier a une tenue plutôt Louis XV. Alexandrine, elle, tutoie toutes les modes et tous les styles du XVIIIe et même du XIXe siècle. Au XVIIIe, les robes étaient plus droites. C'était des paniers avec à l'arrière on avait un faux cul. C'était une sorte de petit pouf qu'on mettait à l'arrière pour avoir un côté plus gonflant à l'arrière. Et quand on arrive au XIXe siècle, on se retrouve avec des cages très rondes pour avoir justement plus d'ampleur sur toute la circonférence de la robe. Ces costumes, il les porte lors de sorties publiques ou en petit comité, façon de toucher de plus près à la vie de château. Et puisque nous avons plongé au XVIIIe, eh bien continuons ce voyage dans le temps pour rejoindre le plus vaste des châteaux de la Loire, le château de Chambord. Un monument dont les murs regorgent de trésors. Les invités avaient pour habitude de laisser leur nom gravé sur les pierres et une employée vient de découvrir, cachée dans une loggia du bâtiment, l'inscription Jean de La Fontaine. Alors des experts sont attendus sur place pour authentifier cette signature et déterminer si elle appartient bien au poète. Et ce n'est pas le premier graffeur célèbre qui pourrait avoir dessiné sur ces murs, non. Victor Hugo aussi avait laissé sa trace. Chambord, un château encore rempli de mystères. Pour mieux connaître l'histoire des lieux, il faut, semble-t-il, regarder les murs. De tout temps, les visiteurs ont gravé leur nom dans la tendre pierre blanche. Il se dit depuis quelques semaines que Jean de La Fontaine serait lui aussi passé par là. Sa signature vient d'être découverte. C'est juste ici. La voilà. Des experts et des graphologues sont attendus pour l'authentifier. C'est une de nos collègues qui circulait donc dans le château, qui surveillait chaque pièce. Et donc elle a pu voir à un moment, en regardant sous la fenêtre, là, qu'il y avait un graffiti. D'autres grands hommes ont laissé une trace de leur passage sur les murs du château. Petite visite guidée vers l'escalier de la plus haute des tourelles. On va passer par un petit recoin sombre, mais après on va y arriver. V-H-U-G-O. Il est venu ici en 1825 et il a après écrit une lettre à une de ses amies en disant « J'ai eu l'honneur de visiter Chambord, j'ai graffité mon nom à un endroit du château. » Ça apporte une âme au château finalement. Mais maintenant je vais y prêter attention. J'ai scruté plus que les murs finalement. La signature de Victor Hugo a été authentifiée. Ce sont 500 ans d'histoire qui sont racontés sur ces pierres en millions de graffitis. Là, une inscription de 1727. Ici, un devis à même la pierre d'un artisan, peut-être au XVIIIe siècle. Un cœur plus contemporain. Éric Joanneau, chargé de recherche à Chambord, se passionne pour toutes ces gravures qu'il retranscrit sur ses carnets. Le premier relevé que je fais du graffiti, c'est d'essayer de reproduire à peu près ce que je vois comme je le vois. Ça peut être des noms de personnes qui ont vécu à Chambord, qui ont travaillé ici. Parfois, souvent, ce sont des ouvriers même. Et donc, je relève leur nom parce que j'ai vu par ailleurs leur nom dans des comptes de chantier ou des choses comme ça. Et ça m'interpelle. Je veux savoir si c'est un peu les mêmes ou pas. Enfin, voilà. Des noms qui, il l'espère, éclaireront peut-être l'histoire, car toutes les archives relatives à la construction du château ont disparu. Dernière découverte maintenant, une salle interdite au public, celle qui était réservée aux domestiques.
Là, sur les murs, d'autres marques de l'histoire. Un château imaginaire, une salamandre, des croquis à la mine de plomb qui seraient des esquisses des décors de fête qu'on donnait au château. Des dessins qui gardent leur part de mystère, comme pour l'instant la signature de Jean de La Fontaine. Vrai ou fausse? Réponse dans quelques mois. Mais une certitude, mieux vaut aujourd'hui ne pas laisser son nom sur les murs. Il peut en coûter plus de 7 000 € d'amende. Oui, superbe ce château. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je vous retrouve demain avec grand plaisir à 10h50 sur France 3 pour l'Instant R, le magazine qui parle de sujets qui nous concernent tous grâce aux rédactions régionales de France 3.